Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. La préfecture de Loire-Atlantique a annoncé hier qu'elle interdirait tout rassemblement en hommage à Steve dans le centre de Nantes demain. Ils disent craindre les débordements. Est-ce que vous pouvez comprendre cette décision ? Je suis un peu gêné. Franchement, l'hommage qu'on rend aux morts dans toute civilisation, j'ai envie de dire que c'est la base. Et il faut trouver et comprendre que beaucoup de gens ont envie de se rassembler pour dire que manifester leur émotion suite à ce qui s'est passé, faire entendre une volonté de justice. J'ai même entendu, je ne veux pas parler en son nom, mais c'était l'avocat qui disait que la famille, sans doute, serait sensible à ce qu'il y ait ce grand rassemblement, sans doute avec des jeunes, mais pas seulement. C'est après ce qui leur arrive qui les touche de manière qui ne sera jamais réparée, mais du moins c'est une manière de partager une émotion. Donc ça, il faut trouver les moyens que cette émotion s'exprime. Après, j'entends ce que dit la préfecture. Moi, je ne cherche pas à souffler sur les flammes de toute manière. Le temps surtout qui m'intéresse doit être celui de la justice pour que tout le monde soit à l'aise et qu'on trouve les moyens d'avoir un rapport de confiance à notre justice et à notre police. C'est ça qui me semble le plus important, et je le dis notamment en direction de ceux qui nous écouteraient, ceux qui sont peut-être policiers, ceux qui sont peut-être magistrats, que mon propos depuis quelques jours, et peut-être sans doute dans l'échange qu'on va avoir, je ne fais pas un propos anti-policier. C'est pas ça mon problème. Au contraire, je souhaite que dans notre société, il faut que la police ait un lien fort de confiance avec la population et vice-versa. Vous estimez que ce rapport de confiance, il est brisé ? Ce rapport, notamment, suite à un autre rapport de l'IGPN, qui fait suite à beaucoup d'autres choses, peut-être les évoquer tout à l'heure, mais est caricatural. Je vais vous dire une chose. Hier, c'est Mediapart, qui citait notamment le rapport du commandant de la CRS. Ceux qui interviennent pour que les incidents ont lieu, d'abord c'est la police, puis après une compagnie de CRS arrive. Le commandant de la CRS fait le rapport suivant suite à ce qui a eu lieu. Il dit, je le cite, « Techniquement, eu égard à la configuration des lieux et de l'absence de garde-corps sur le quai, je me refusais, c'est le commandant de la CRS qui parle, je me refusais à l'utilisation de tout moyen lacrymogène pour éviter les mouvements de panique et les possibles chutes dans le fleuve voisin. » Ça, c'est le commandant de la CRS qui dit ça. Et 20 minutes auparavant, les policiers ont utilisé en 20 minutes 33 grenades lacrymogènes, DLBD, etc. Donc, alors, erreur manifeste. Au moins, il y a un débat. D'accord ? Donc, c'est un commandant de la CRS qui, lui, qui est quand même un technicien, que je ne connais pas, mais qui a au moins une parole qui dit, lui qui est un praticien, dit c'était dangereux, je ne l'aurais pas fait. Deuxièmement, quand on lit maintenant un peu le détail et qu'on apprend, le directeur départemental de la sécurité publique qui regardait les choses par écran dit au commissaire sur place, arrêtez, je ne vois plus rien. Donc la responsabilité du commissaire sur place, qui a suivi, qui a organisé ça, quand même, est un peu engagée. Et là, le rapport nous dit, il n'y aurait rien à voir. Le rapport qui, pour l'instant, conclut qu'il n'y a pas de lien entre l'intervention de la police et la mort de Steve. Je tiens aussi quand même à rappeler que la formulation est exacte, parce que tout de même, Édouard Philippe a une formulation qui laisserait entendre, si on n'a pas l'oreille fine. Celui qui dit qu'il n'y a pas de lien, en effet, c'était... Là, ça se termine, le rapport, il dit « D'autres enquêtes pourront être diligentées, mais en l'état, elles ne dédouanent pas les policiers tout en étant dans l'incapacité de les incriminer. » Ce que nous dit le rapport, c'est que pour l'instant, il ne conclut pas en vérité. Donc je ne cherche pas à accabler les policiers. Je veux dire que des gens comme moi, comme les journalistes, tous ceux qui posent des questions, c'est légitime. C'est quoi notre problème ? C'est que nous ne voulons pas que cela se reproduise. Alexis Corbière, est-ce qu'on n'a pas aussi un problème de violence ? C'est-à-dire qu'il y a eu la mort de Steve, et même pour lui rendre hommage, on se rend compte qu'on n'arrive plus à le faire dans le calme. La famille, vous l'évoquiez, la famille elle-même avait annoncé hier qu'elle ne se rendrait de toute façon pas aux hommages qui seraient donnés demain, parce qu'elle craignait elle-même que ce soit récupéré, qu'il y ait des black blocs, qu'il y ait des violences. Moi, j'ai entendu que la famille... Qu'est-ce que c'est que ce pays dans lequel on a ce genre de violence en permanence, Alexis Corbière ? Que les choses soient claires. D'abord, il ne s'agit pas de mettre sur un même plan la violence de l'État, celle des forces de l'ordre. C'est pas la loi du talion. C'est pas parce qu'il y a des violences dans la société que la police doit répondre au même niveau. La police, elle doit. Vous la non, mais c'est condamnez, important. cette violence-là ? Mais bien sûr que je la condamne. Bien sûr que je la condamne. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui pense que le plus important, c'est la force du nombre. Je pense que dans ce pays, il y a majoritairement une volonté de justice sociale, il y a majoritairement une volonté de politique écologique pour préserver la planète, il y a majoritairement une aspiration à un système plus démocratique. Mais quand il n'y a pas le nombre, il y a le bruit ? Non, et la violence minoritaire, non seulement est absurde et fausse politiquement, mais en plus invisibilise tout ce que je suis en train de dire.
Parce que lorsqu'il y a une grande manifestation qui porte une revendication, notamment le mouvement des Gilets jaunes, mais qui se termine notamment sur vos antennes, le fait qu'en fin de journée, on ne voit plus que des choses brûlées, de la police, etc., on ne parle plus du fond. Donc moi, je n'ai jamais été favorable à la violence minoritaire. Si ma voix pèse et si des gens m'écoutent, je dis les amis, ne tombez pas dans ce piège. De toute manière, on ne gagnera jamais par la violence. Notre force doit être il pourrait être tenté, quand vous vous adressez à ceux que vous appelez vos amis, vous pensez que votre électorat pourrait être tenté par cette violence ? Moi, la France Insoumise n'a jamais appelé à la violence. Et je ne pense pas que j'ai vraiment un lien avec des groupes minoritaires qui le font. Mais puisque vous me tendez le micro, je le dis. Parce qu'en plus, certains veulent polémiquer là-dessus. J'ai même vu qu'un député En Marche sous-entend que nous serions ambigus sur la violence. Tout ça est absurde. C'est de la controverse politicienne. Nous sommes, une fois de plus, pour un rapport démocratique aux choses. C'est-à-dire, mais la question à nous poser plus largement, c'est comment on arrive à régler de manière apaisée des tensions qui existent dans la société. C'est ça le fond du problème. Notre système est verrouillé, je le crois, en raison, vous le savez, d'institutions qui ont un caractère extrêmement resserré sur la personne du président de la République. Je vais dire les choses autrement. Cette élection présidentielle qui a eu lieu en 2017 a essentiellement porté Emmanuel Macron au pouvoir par rejet au second tour de Madame Le Pen. Non, mais vous ne pouvez pas continuer à dire ça. Si, je le dis. Ça fait quand même 2 ans et demi que le président est aux manettes et vous continuez à refaire l'histoire et à refaire le match. Je ne refais pas l'histoire, j'explique les conditions. C'eût été Jean-Luc Mélenchon élu dans les mêmes conditions, c'était un problème. Ou François Fillon, qui vous voulez. C'est que celui qui est élu essentiellement dans un rejet de Madame Le Pen n'a pas de majorité sociale. Donc quelle question il doit se poser ? C'est comment il rebrasse, y compris au niveau institutionnel. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si Jean-Luc Mélenchon était élu aux prochaines présidentielles, au fond, il n'aurait pas non plus de légitimité qu'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que c'est qui ferait Jean-Luc Mélenchon, vous le savez ? C'est changer les institutions, passer à une 6e République. Mais quelle légitimité il aurait pour le faire, puisque lui-même, si on en suit votre logique, il n'aurait pas véritablement été élu démocratiquement. Référendum, si les Français sont d'accord, pour notamment mettre en place des systèmes plus démocratiques, notamment qui iraient, vous savez, c'est ce qu'on a dit, le référendum d'initiative citoyenne, pour faire en sorte que l'électeur est un acteur civique entre 2 rendez-vous électoraux. Pas quelqu'un à qui on dit, rendez-vous dans 5 ans, rentrez chez vous. Quelqu'un qui a des droits. C'est le fond du problème. La tension sociale, d'où elle vient ? Elle vient du fait que beaucoup de citoyens ne croient plus à notre système démocratique. C'est terrible. Non, laissez-moi terminer là-dessus. Et des gens pensent qu'il n'y a que la violence pour se faire entendre. Ce que je regrette. Donc, la question, il faut la régler politiquement. Comment on redonne confiance ? Comment on observe qu'à des élections législatives, je vais le répéter parce que je me l'applique à moi-même, un électeur sur 2 n'est pas venu voter. Celui qui vous parle, moi qui suis député de Montreuil et Bagnolet, 50% des électeurs sont pas venus voter. Je suis élu avec 60% au second tour, mais je ne représente que 20% des électeurs inscrits. 80% des gens de ma circonscription n'ont pas voté pour moi. Et ça s'applique à moi comme à beaucoup d'autres choses. Donc nous sommes faibles. Démocratiquement. Donc comment on rebrasse tout ça dans des institutions plus représentatives pour faire en sorte que quand des décisions sont prises, il y ait cet accord que, ok, je ne suis pas d'accord, mais tout de même, il y a un système qui permet. Et alors, on en vient à de nombreux d'autres sujets. La question du CETA, par exemple, parce que sans doute qu'on va en parler. On va y revenir dans un instant. Non, mais la tension sociale dans le pays, elle vient du fait que des gens minorisaient. En train de tout mélanger. Non. Je vous interroge sur Steve et hop, on refait tout le match à la présidentielle. On reparle de la tension sociale et on en vient au CETA. C'est vous qui m'avez amené sur la violence qui existe. Vous avez raison. On va revenir, si vous voulez, sur Steve. Mais sur Steve, c'est le même sujet. Je voudrais savoir si vous faites confiance, vous, aux enquêtes. Vous disiez, il y a un problème de confiance. Est-ce que vous, Alexis Corbière, mandaté par les Français, certes pas aussi nombreux que vous ne l'espéreriez, mais mandaté tout de même, vous êtes représentant de la nation. Est-ce que vous faites confiance aux enquêtes officielles qui sont menées, celles de l'IGPN et celles de l'Inspection Générale de l'Administration ? Alors, celle de l'Inspection Générale de l'Administration, je ne l'ai pas lue, je la connais pas par définition. Mais est-ce que vous faites confiance a priori à l'administration ? Moi, je veux faire confiance a priori. Maintenant, j'observe que dans le rapport de l'IGPN qui est rendu, qui fait 237 pages, mais ni vous, ni moi ne le connaissez. Uniquement une synthèse de 10 pages. J'observe que quand des journalistes ont la possibilité, je ne sais pas par quel moyen, d'avoir la totalité du rapport, ce que je vous ai lu tout à l'heure de la part du commandant de la CRS, fait entendre une musique différente, que même des policiers... Que vous trouvez contradictoire avec la conclusion. Tout à fait, oui, mais c'est intéressant. Le rapport dont on apprend, et vous l'avez dit tout à l'heure sur votre antenne, que même des témoins, des jeunes gens, ce Romain, qui, lui, finalement, n'est même pas dans le rapport, qui a témoigné sur place. Parce que le rapport, il sous-entendrait, dans ces 10 pages de l'IGPN, que les gens qui sont tombés à l'eau disent c'est pas du tout en raison de l'activité de la police. Ce qui n'est pas vrai. Donc on a le sentiment que ce rapport, ou peut-être sa synthèse, du moins, présente une manière politique d'aider le pouvoir. D'accord ? Alors de ce point de vue-là, il y a une confiance effectivement qui est refroidie. Et d'autant plus, c'est pour ça que je me permets de contextualiser, parce que si le drame de Steve était
tout seul, on n'en serait pas là. C'est que je pense à Madame Zineb Redouane, vous savez, cette octogénaire de Marseille, non mais c'est important, qui a pris un tir de gaz, de grenade lacrymogène et qui a perdu la vie. La famille attend toujours des réponses claires. Et puis je pense aussi, moi qui suis élu de Seine-Saint-Denis et qui connaît tous ces quartiers populaires, d'un rapport parfois un peu douloureux entre nombre de nos citoyens, de nos concitoyens et la police. Je pense notamment, parce qu'elle est emblématique, l'affaire d'Adama Traoré. La famille, depuis 3 ans, réclame la lumière. C'est dans tout ce contexte de doute, de suspicion que cette affaire a lieu. C'est la raison pour laquelle je le dis, notamment, je le répète, en direction des policiers. Nous avons besoin, vous avez besoin pour bien travailler, qu'il y ait un lien de confiance entre la population et la police. Et trop souvent, pour des raisons politiciennes, le gouvernement en place, parce qu'il a utilisé la police, notamment contre un mouvement social qui s'appelle les Gilets jaunes, de manière abusive. On a l'impression qu'il est tellement faible, ce pouvoir, qu'il ne sait plus... C'est un problème de choix politique, de doctrine. Bien sûr, voilà, la question de fond que je veux poser, c'est quelle est aujourd'hui la doctrine de maintien de l'ordre de M. Castaner ? On ne peut pas, je veux dire, à la fois, il faut soutenir la police quand c'est nécessaire, mais il faut aussi être en capacité, quand on représente le pouvoir politique, de dire ça, c'est une faute. Et on a l'impression que M. Castaner, qui est faible finalement, qui est très faible dans le sens où il arrive dans une maison en laquelle on doit 25 millions d'heures supplémentaires, des policiers épuisés, on a supprimé des postes. Pour le coup, c'est pas de sa faute, ça, c'est beaucoup de choses qui sont quand même le résultat de nombreuses années. Oui, mais il ne répare rien. Il ne répare rien. D'accord ? Il utilise, une fois de plus, les forces de l'ordre dans un mouvement social qui attendait des réponses politiques en les amenant à la réponse a été sur le plan de la sécurité et non pas politique. Oui, mais il faut toujours répondre politiquement. Ça, la question, la force ne peut accompagner, ou de la nécessaire force, si du moins elle est indispensable. Bon, vous voyez, donc on a l'impression que Castaner, il est extérieur à tout, il s'extériorise à tout problème. C'est le ministre de l'extérieur, pas de l'intérieur. S'il est déjà faible, au fond, vous ne demandez même pas sa démission, ça ne servira à rien, il est déjà plus là. Moi, je pense que... sa parole, comme lui-même, il l'a très affaibli, par exemple, en disant qu'un hôpital avait été attaqué pendant le mouvement des Gilets jaunes alors qu'il a menti. Je pourrais faire la liste de toutes les choses où il a menti. Là, où il a utilisé sa parole de manière très politicienne pour essayer chaque fois de faire des petits coups contre les Gilets jaunes, etc. Donc il s'est affaibli. Je pense que pour rétablir la confiance, il devrait partir. Parce que sa parole n'imprime plus. C'est très symbolique. Il y a un problème le jour de la présentation du rapport, c'est le Premier ministre qui vient parler. Et quel est le rôle de M. Castaner ? Se taire et d'écouter le Premier ministre. Donc ça montre que c'est un ministre de l'Intérieur qui a un rapport extrêmement affaibli avec la population, alors que c'est une position très difficile au demeurant, mais qui nécessite qu'il y ait quand même quelqu'un qui, même si je suis en désaccord politique avec lui, je lui fais confiance. Et lui, je ne lui fais plus confiance, comme beaucoup de Français, je pense. Encore une question sur ces enquêtes. Vous avez demandé parallèlement aux enquêtes qui sont menées une enquête parlementaire. Peu de chance pour l'instant qu'elle voit le jour, notamment parce que le groupe La République En Marche s'y oppose. Gilles Legendre a dit hier qu'il estimait qu'il n'y avait pas besoin d'une enquête. Qu'est-ce que ça amènerait ? Il n'y a pas d'enquête non plus sur Benalla, il voulait d'enquête sur rien. D'accord ? Ça permettrait, parce que la justice va faire son travail, mais que d'un point de vue politique, moi je suis un élu avec mes amis, que monsieur le ministre de l'Intérieur et d'autres viennent nous expliquer politiquement comment ça fonctionne. Quelle est, vous l'avez dit tout à l'heure, la doctrine du maintien de l'ordre aujourd'hui du gouvernement ? Elle a changé pour vous ? Oui, elle a changé sans doute. J'observe que depuis 1 an, dans le mouvement des Gilets jaunes, on a un bilan qu'on n'a jamais vu. D'accord ? On en est aujourd'hui à combien ? 5 mains arrachées, 21 œils éborgnés, 2500 personnes blessées, 355 gravement, 115 journalistes, des gens de chez vous et d'ailleurs, qui sont blessés par les forces de l'ordre. C'est du jamais vu. Un jour, Monsieur Fauvert, qui est un député En Marche, qui est un ancien grand flic, si je puis dire, et il faut lui, de ce point de vue-là, le saluer, mais était venu et avait dit qu'il faut arrêter la doctrine Malik Oussekine, c'est-à-dire cet étudiant tué en 1986 par la police. Sous-entendu, il faut arrêter cette distance que les policiers avaient durant les mouvements sociaux, il faut aller plus au contact. Et je pense que c'est ça leur idée, c'est-à-dire leur vous leur changement. reprochez d'avoir été au contact ? Bah oui, dernièrement. Mais qui a été au contact, Alexis Corbière ? Mais vous ne pensez pas qu'il y a une utilisation abusive des LBD, des grenades ? Je vous pose quand même la question, Alexis Corbière. Qui a été au contact de la police ? Et je suis en train de vous dire que... Vous n'avez pas le sentiment que le contact, c'est aussi les manifestants qui l'ont cherché ? Mais si, mais attendez. Mais la police, elle n'est pas là pour entrer dans un jeu où, parce que quelqu'un est violent... Non, mais le contact, il faut être deux, on est bien d'accord. Mais bien sûr, mais il y a toujours eu du... Attends, mais qu'est-ce que vous voulez... Ce que je veux vous dire, vous savez, quand le 1er mai, il y a des manifestations qui sont organisées par des organisations syndicales, on a déjà l'occasion de voir qu'il y a des groupes type Black Bloc qui viennent et qui perturbent des manifestations syndicales. D'accord ? Donc, je ne suis pas responsable de ces violences. La question que je pose, c'est de quelle manière on y répond et les dégâts que cela commet. J'affirme ici, à la suite de M. Jacques Toubon, défenseur des droits, qui n'est vraiment pas un insoumis, qui a une utilisation abusive de techniques type LBD, lanceurs de balles de défense, qu'on connaît dans nos quartiers populaires, souvent qui sont utilisés, mais qui ont été utilisés de manière abusive durant ces manifestations. J'affirme qu'il y a une utilisation abusive des grenades dites de désencerclement, qui ont occasionné des mains arrachées. Ça, c'était nouveau. Même des syndicats de police ont dit, mais jusque-là, on ne faisait pas comme ça. Donc là, c'est une consigne politique.
D'accord? C'est le pouvoir politique qui dit aux forces de l'ordre, ou du moins qui ne leur dit pas attention. Donc c'est pourquoi moi je veux pas m'en prendre à des fonctionnaires, même si parfois leur responsabilité individuelle peut être engagée, mais au pouvoir politique. C'est pourquoi une commission d'enquête parlementaire pourrait être utile. Le groupe socialiste aussi a demandé une commission d'enquête parlementaire. Mais je vais vous mettre à l'aise, ou du moins je vous annonce une autre chose, c'est que moi des commissions d'enquête parlementaire, j'en ai demandé par exemple pour comprendre le taux de suicide important chez les policiers. Moi j'ai écrit au mois de septembre. Hier, hein. Oui, non mais attendez, depuis le début du mandat de M. Macron, on en est à 115 policiers. C'est pas la raison. Donc, que les choses soient entendues, c'est-à-dire que nous devons nous interroger. La police est un service public. Je suis enseignant, j'accepte l'idée qu'on critique l'école. La police, on a l'impression qu'on peut plus en parler. On ne peut plus en discuter. On en parle beaucoup quand même, Alexis Corbière. Oui, non mais bien sûr. Mais sitôt qu'on en parle, et moi ça m'arrive sur Twitter, on me dit t'es un anti-flic, etc. Des syndicats de police me prennent à partie. On dirait qu'on ne peut pas en débattre. Alors que je pense que ça ferait du bien. Les syndicats de profs en général prennent à partie ceux qui mais avec des insultes en sous-entendant qu'on est du côté des criminels, etc. Bon, c'est absurde. Moi, dans ma circonscription à Bagnolet, je demande un commissaire de plein exercice parce que dans une circonscription à partir de 18h comme la mienne, pour aller porter plainte, faut aller au Lila, et si on n'a pas de véhicule, c'est 45 minutes. Et je demande moi pour les policiers des voitures qui fonctionnent. Ils sont dans des préfats absolument détériorés. Donc je veux dire, on a besoin d'une police. La police, elle protège les citoyens. Mais je dis aussi qu'il y a un lien abîmé. Et l'affaire de Steve. Et vous voyez qu'on en revient à cette question-là. Est tellement caricatural par la manière abusive dont le pouvoir politique cherche à étouffer tout, que ça continue à distendre ce lien. Et moi, je suis inquiet. Je suis inquiet pour notre société. Mais justement, tristement, ce mot de violence, on a vraiment l'impression que c'est le fil rouge de l'actualité. Encore un dernier mot, Alexis Corbière, sur ce qui s'est passé vis-à-vis des permanences. Pratiquement tous les jours, encore cette nuit, une permanence qui a été murée, permanence de députés, vos collègues qui ont voté le CETA. Ça s'arrête quand ? C'est pas moi qui l'organise, donc vous poserez la question aux organisateurs. Non, mais c'est important. Bien sûr. Pas de rayon paralysant qui s'adresse à tout le monde. Je répète, moi, puisque j'ai le micro, je ne suis pas favorable à ces détériorations de permanence. Je ne suis pas d'accord avec cette méthode. Je ne l'accepte pas. Maintenant, faisant un poil de distinction entre déverser du fumier et les gens qui cassent une vitrine et qui mettent quelque chose enflammé, ça n'est pas exactement la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où votre rôle, c'est de dire stop dès le début, qui veulent un œuf, voilà un bœuf ? Qu'est-ce que je viens de dire ? Non. C'est déjà, vous savez, quand le Parti communiste dernièrement s'est fait attaquer beaucoup de permanences, j'ai pas entendu le gouvernement venir dire que le Parti communiste était pris à partie. Quand ma collègue Caroline Fiat, députée de Meurthe-et-Moselle, s'est fait déverser du fumier, pareil par la FD. Maintenant, c'est pareil, ce que je veux dire, national, que vous êtes tous là avec, moi aussi. Ce que je veux vous dire, c'est que quand des élus d'autres partis que celui de La République En Marche sont pris à partie, je vois des gens qui sont assez timorés dans leur réaction. Bon, c'est inacceptable pour tous. J'entends bien. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que la manière politicienne, là encore, de l'utilisation. J'ai vu hier des députés En Marche qui se comparent à Jean Jaurès, en disant c'était le 31 juillet, vous savez, l'assassinat de Jaurès. Ils se comparent à Jean Jaurès. C'est comme s'ils allaient être assassinés par Raoul Villain. Non, mais tout ça, vous savez, l'assassin de Jaurès, dont je rappelle par ailleurs que la justice a condamné la veuve de Jaurès et pas l'assassin en 1919. Il y a 2 jours. Exactement. Non, mais donc, il faut arrêter. Le ministre qui dit que ce sont des attentats. Pour beaucoup de gens, les attentats, c'est ce qui est passé au Bataclan. Attention à ce que, il faut condamner, bien entendu, la violence. Mais il faut comprendre. Vous savez, j'évoquais. Non, mais vous pouvez pas dire il faut condamner, mais il faut comprendre. Si, parce que quand vous avez tous les 2 jours en agriculture qui se suicide, mais parce que c'est mon rôle politique. Ça sert à quoi de dire je condamne ? Quand tous les 2 jours, un agriculteur se suicide, 30% des agriculteurs vivent avec 700 € par mois, et s'ils sont contre le traité CETA, traité pour lequel M. Macron n'a pas été élu, parce qu'il dirait qu'il ne l'appliquerait pas si il était dangereux pour le climat, ce qu'une commission qu'il a lui-même mis en place considère, les gens se disent, on en revient à notre discussion, que le système est bloqué. Si, il faut comprendre pour apporter une réponse politique apaisée. Qu'est-ce qu'ils veulent, les gens ? Ils veulent discuter, ils veulent être entendus. Ma collègue Caroline Fiat, je vais terminer là-dessus, quand la FNSEA a déversé du fumier, elle n'a pas porté plainte. Elle a dialogué avec eux et le dialogue s'est établi. Quand vous ne discutez pas... Donc vous demandez à ce qu'il puisse y avoir des discussions et à ce qu'il ne porte pas plainte. Mais la FNSEA, moi je suis en radical désaccord avec eux. Mais c'est pas des voyous, ce sont des gens qui veulent défendre leur profession. Mais en plus je suis souvent en désaccord avec eux. Et vous dites encore une fois comprendre au minimum cette colère. Merci. Non, attendez, Alexis Corbière. Comprendre, ce n'est pas l'excuser, que les choses soient claires, Apolline. Et je la condamne. Je dis à tout le monde, avant que l'été, le mois d'août ait lieu, pas de violence. On terminera mais sur j'aimerais ces que ma mots. parole soit entendue de ce point de vue-là. Ce mot, il est clair et il a été entendu. Pas de violence. Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis.